La soirée de gala qui a réuni à l'Opéra M. López Mateos et son épouse et le président de la République française et Madame de Gaulle, au milieu des plus hautes personnalités de l'État, a marqué la fin de la visite à Paris du président du Mexique. Une visite dont le général de Gaulle a pu dire qu'elle était un événement solennel. C'est la première fois depuis 4 siècles que la France reçoit le chef de l'État du Mexique. « 10 000 chômeurs ont assiégé le Parlement de Londres en réclamant du travail. Effet brutal de la crise économique dont souffre la Grande-Bretagne avec ses 700 000 sans travail. Les policemen ont eu beaucoup de mal à contenir les manifestants. Ils n'y parvinrent qu'au prix d'une lutte sévère. Bilan de la journée, 10 policiers blessés et des dizaines d'arrestations. En Pologne, où le froid s'accroche, on chasse l'hiver à la grenade. Pour accélérer la débâcle de la Vistule, les grands moyens ont été utilisés pour réduire en miettes ce miroir de 50 cm d'épaisseur. La glace est rompue, mais la marche tumultueuse de cet interminable sorbet a été fatale au vieux pont de bois de Deblin, dont l'une des arches a été emportée. Dernier méfait d'un long hiver qui se venge ainsi de ce coup de pouce artificiel donné au printemps. Lorsque vous sortez d'une banque, avec à la main une sacoche apparemment rebondie, un bon conseil, n'oubliez pas que la rubrique des faits divers est pleine de récits de hold-up, tous plus audacieux les uns que les autres. Filez droit votre chemin et surtout, ne regardez pas en l'air. Car telle est la toute dernière technique, demandant peu de moyens et le minimum d'investissement, que 2 jeunes voyous viennent d'employer en plein Paris, à éviter cependant un 1er avril. Nos 2 énergumènes auraient tout de même dû y regarder de plus près. Ils ont peut-être fait d'un clochard le gagnant d'un des quelques 65 000 lots de la tranche spéciale de Pâques de la Loterie nationale, et peut-être du gros lot d'1 million. Il se passe des choses tellement curieuses le 1er avril. Il restait encore un prince héritier à marier, dans un royaume lointain, il est vrai, aux confins de l'Inde et de la Chine. C'est chose faite. Le Maharaja du Sikkim a uni son fils à Miss Hope Cook, ce qui valut aux hautes formes de l'oncle Sam d'apporter une note pittoresque dans une vieille cérémonie bouddhiste. Dans une pagode richement décorée, Miss Hope Cook, après avoir absorbé selon la tradition le thé au beurre de buffle, a reçu des mains de ses nouveaux sujets des écharpes de soie blanche. C'est ainsi qu'une charmante représentante de la société new-yorkaise est devenue princesse du Sikkim. Monsieur Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports, a officiellement ouvert le nouveau tronçon de l'autoroute du Sud, qui ajoutera 9 km de béton aux 36 déjà en service. Une petite consolation pour les automobilistes que les fêtes de Pâques lancent traditionnellement sur les routes et qui, en maints endroits de France, doivent compter cette année avec les méfaits du dégel. Fontainebleau s'est encore un peu rapproché de Paris. C'est une bonne nouvelle pour les beaux jours. Et pour l'hiver prochain, le pneu neige-verglas Dunlop expérimental vient d'être présenté à la patinoire de Boulogne. Nos 3 mois de verglas sont encore assez proches pour nous faire apprécier cette démonstration faite avec 2 voitures. La première équipée de ces nouveaux pneus, la seconde de pneumatiques ordinaires. Et le spectacle de ces 2 mêmes voitures attachées l'une à l'autre, tirant en sens inverse, mais dont seule cette fois-ci encore la blanche est équipée du pneu neige-verglas et rassurant pour la sécurité de nos futures randonnées hivernales. En Angleterre, on n'avait rien trouvé jusqu'à présent pour empêcher les tracteurs de s'embourber dans la terre grasse, au grand désespoir, semble-t-il, des fermiers britanniques. Qu'ils se consolent, l'Overcraft vient de régler leurs problèmes d'une manière radicale, en supprimant purement et simplement les roues.
la machine agricole de demain glissera sur un coussinet d'air. Et dire que des siècles durant, l'inventeur anonyme de la roue fut considéré comme un génie. Épine dorsale du Pérou, la cordillère des Andes domine une vaste région où vivent entre 3000 et 5000 mètres les 2/3 de la population péruvienne. Il était donc nécessaire que la route moderne franchisse cette gigantesque barrière et que le train lui-même s'y aventure à une altitude supérieure à celle du Mont Blanc. Centre actif de ces hautes terres du Pérou, Puno est aussi le port le plus haut du monde. À 3800 mètres d'altitude au bord du lac Titicaca, ce port assure le transit vers la Bolivie des marchandises venues de la côte du Pacifique. C'est aussi un pôle d'attraction pour les riverains. À l'heure de l'embarquement, on y voit fleurir les chapeaux melons et les chapeaux mous, auxquels certaines indiennes pourtant continuent de préférer le chapeau plat du folklore. 12 fois la superficie du lac de Genève, le lac Titicaca a de tout temps favorisé l'élevage, et les bœufs y côtoient sur ses rives les troupeaux de lamas, animaux domestiques à tout faire du Pérou. Quant aux pêcheurs, ils sont restés fidèles à leurs barques ancestrales, qu'ils fabriquent eux-mêmes avec les roseaux du lac. Avec ces étonnantes embarcations, ils pêchent des truites géantes. Certaines mesurent jusqu'à 1,30 m. Étrange pays où il semble tout à coup que le temps se soit arrêté. En 1911, on découvrait au sommet d'une montagne les ruines d'une ville, Machu Picchu, déjà abandonnée du temps des Incas et vieille peut-être de 6000 ans. On y retrouve un observatoire du soleil sur lequel les archéologues continuent de s'interroger, et une immense pierre où étaient sacrifiées des victimes humaines au dieu du soleil. Plus proche de nous, le souvenir des Incas par contre est resté vivant. Les mines d'où ils faisaient extraire l'or et l'argent fabuleux sont encore en exploitation. Au flanc des montagnes, sur les mêmes terrasses qu'ils firent bâtir il y a des siècles, se perpétuent aujourd'hui les mêmes cultures étagées. Les méthodes agraires sont restées identiques, même organisation collective, et pour cultiver la pomme de terre dont ils sont les vrais inventeurs, toujours la même arère de bois. Ancienne capitale de l'Empire Inca, Cusco est elle-même aujourd'hui la synthèse de deux civilisations. Chaque maison en témoigne. Sur un rez-de-chaussée Inca aux pierres imbriquées pour résister aux tremblements de terre, les conquérants ont tout naturellement élevé un premier étage à l'espagnol. Et dans les scènes de la rue, le prêtre apparaît comme le conseiller écouté au milieu des descendants du peuple Inca. Convertis au catholicisme, les Indiens de la montagne ont gardé dans l'expression de leur nouvelle foi le même respect craintif que leurs ancêtres manifestaient à l'égard du dieu du soleil. Symbole même de la double hérédité de Cusco, le Christ monumental domine les restes gigantesques de la forteresse de Sacsayhuaman, qui fut le théâtre de la dernière bataille des Incas et des conquistadors. Mais si l'on sait qu'au pied de ce trône, les troupes défilaient voici 5 siècles devant l'empereur du soleil, on ne sait toujours pas comment purent être amenés et dressés ces blocs pesant plusieurs dizaines de tonnes. Ici, le présent partout se mélange au passé et à ses mystères. Prélude à une semaine diplomatique qui semble amorcer un nouveau démarrage des relations France-États-Unis, la remise de la médaille d'or et du célèbre calot de l'American Legion à M. Georges Pompidou. Le Premier ministre, avec ses remerciements, a évoqué l'alliance au sein de laquelle la France et les États-Unis sont indissolublement liés pour la défense de la liberté. « 16 000 Israéliens de 15 à 85 ans participent à la traditionnelle marche de 4 jours à travers le décor sauvage des montagnes de Judée. Un marathon de 140 km pour les adultes, civils et militaires, limité à 2 jours et 65 km pour les jeunes et les vétérans. Au soir du 4e jour, ils ont fait dans Jérusalem une entrée triomphale. Le défilé à travers les rues de la ville sainte n'a pas duré moins de 3 heures.
Plusieurs groupes venus d'Europe et d'Afrique s'étaient joints à ce gigantesque rallye qui a lieu chaque année à la veille des fêtes de Pâques. Dans les régions minières, l'accord conclu entre les syndicats et la direction des houillères a été généralement bien accueilli, sauf à Lens où quelques réactions se sont manifestées. Réaction sans lendemain, et dans l'ensemble des bassins, les mineurs ont repris le chemin de la mine. Le plus grave des conflits sociaux du moment a été résolu. Dans les autres parties du secteur public, les négociations avec les syndicats ont été menées également à bonne fin. En Indonésie, l'éruption brutale du mont Agung, révéré à l'égal d'un dieu, a semé la mort et la désolation dans la partie nord-est de l'île de Bali, dont le nom évoque pourtant davantage le paradis que l'enfer. Au pied du volcan, 5 villages ont été rasés par les coulées de lave. Plutôt que de s'enfuir, les habitants avaient préféré rester sur place et tenter par des prières d'apaiser la colère du dieu. Aussi, les morts et les blessés se comptent-ils par milliers. Les soins sont donnés sur place avec des moyens de fortune. Le mont Agung était assoupi depuis plus d'un siècle et les prières ne semblent toujours pas apaiser le volcan. Hong Kong connaît actuellement une période de sécheresse intense. Depuis 6 mois, pas un nuage, pas une goutte d'eau. Aussi, pour attirer l'attention divine sur la situation désespérée du paysanat local, des prières ont-elles été dites dans les temples bouddhistes de la colonie. De plus, 500 oiseaux ont été l'objet d'un rite spécial. Après avoir été aspergés d'eau bénite au cours d'une cérémonie solennelle dans le plus grand temple de Hong Kong, ils ont été remis en liberté. Ces gentils messagers ont pour mission d'intercéder en faveur des humains auprès du génie des 4 saisons. Cet homme a été dessinateur. Il n'a jamais pu garder une place. Celui-ci, notaire, s'est enfui, ne pouvant plus supporter sa belle-mère. Cet autre, professeur, a été abandonné par sa femme et son chien. Quelle que soit leur raison, ils sont ainsi peut-être 20 000 déclassés dans la région parisienne réputée irrécupérable. En un mot, des clochards. Pourtant, pour Frédé Lagamberge, dont toute la famille avait péri à Oradour, il s'est produit un événement singulier. Une voiture l'a déposé devant un château du Berry aux tourelles Renaissance. On l'a conduit à travers les couloirs vers une chambre, une vraie chambre avec un vrai lit, où il s'est installé, lui, son quignon de pain, sa boîte de conserve et tout son trésor. Il avait accepté de vivre l'expérience tentée au château d'Oublès. Oublès. Depuis 10 ans, Jean-François Perrette s'y est donné pour but d'essayer de rendre à la vie sociale les vagabonds irréductibles, les inadaptés de notre temps. Là, ils reprennent l'habitude de l'activité, avec le gîte et le couvert assuré. Et surtout, ils peuvent retrouver le goût de vivre en société. Mais tous n'y parviennent pas. Rien n'est plus difficile, paraît-il, que de s'arracher à la cloche. Et le soir, quelquefois, les souvenirs remontent. Les souvenirs du petit matin, place Maubert, à l'heure où Simon le Bourgeois, Coco la Baratte, Loulou les Additions, Julot sans un, font le compte de leur butin pour l'offrir sur les quais aux acheteurs. Car ils ont des acheteurs, des chiffonniers et même des antiquaires. Au bout du compte, quelques centimes ou quelques francs. Il y a aussi le rendez-vous quotidien devant chez Roger la Grenouille, l'une des adresses de Paris où ils savent trouver une soupe gratuite. En longue file, ils attendent. Ici, le silence règne, personne ne parle à personne. Une file indienne de solitudes additionnées. Un timide sourire de remerciement et l'on va consommer sur le trottoir. Dormir, manger et boire sont les seuls grands soucis des clochards. Et arracher ces hommes à l'emprise d'un tel univers est une entreprise difficile.
C'est la mission que s'est fixée l'association Doublesse. Si elle ne compte pas que des réussites, du moins avec elle, l'espoir subsiste. À 7000 km de Paris, Pointe-à-Pitre, la ville la plus importante de la Guadeloupe, offre le spectacle d'une cité en pleine transformation. Si le marché a gardé son parfum d'autrefois, les antiques cases de bois, par contre, semblent avoir la bougeotte. L'une après l'autre, en effet, au pas nonchalant des bœufs, elles abandonnent leur quartier d'origine. C'est que les deux départements des Antilles françaises sont en train de changer de visage. Avec ses immeubles tout neufs, Pointe-à-Pitre se place à la tête de ce mouvement général d'expansion. Mais cette France du bout du monde a conservé tout son charme provincial. À la Martinique, aux Trois-Îlets, on continue d'entretenir le souvenir de celle qu'on baptisa voici quelques 200 ans dans cette petite église et qui devait devenir l'impératrice des Français. Sur l'ancien domaine familial de Joséphine de Beauharnais, les jolies métisses se font dire, comme autrefois la Bonaventure, dans l'espoir de se découvrir elles aussi un destin hors série. Et la jeunesse de l'impératrice continue de servir de thème à une naïve chanson de geste. Devant les palaces qui poussent au bord de la mer des Caraïbes, on retrouve toujours les élégantes fidèles au costume ancestral. Fidèles aux madras nouées sur la tête en un couvre-chef étonnant. Fidèles aussi à la robe en satin broché aux couleurs très voyantes, relevée sur les côtés pour laisser voir le jupon de dentelle immaculé. Fidèle enfin à la beauté métisse, l'un des charmes des Antilles françaises. La réception à l'Élysée par le général de Gaulle des délégués à la conférence de l'OTAS, l'Alliance occidentale en Asie, a souligné l'harmonie des relations de la France et des pays anglo-saxons. La présence commune à l'OTAN, à la réunion hebdomadaire du Conseil permanent de messieurs Dean Rusk, Couve de Murville et Lord Hume, a mis en évidence l'importance des problèmes qui ont été évoqués au cours des 3 journées diplomatiques dont Paris a été le théâtre. À Buenos Aires, le calme règne après l'orage. L'orage, c'est-à-dire la révolte militaire manquée qui, durant 2 jours, a plongé l'Argentine dans le désordre. La rébellion avait été déclenchée par des forces de la marine, dont les chefs espéraient ainsi empêcher les prochaines élections et, avec elles, un éventuel succès péroniste. Les troupes fidèles au président de la République, José María Guido, étaient parvenues, au prix de combats de rue relativement violents, à s'assurer le contrôle de la capitale. Mais en d'autres points, à Magdalena notamment, la lutte avait été beaucoup plus indécise. Malgré l'intervention des avions rebelles, les soldats loyalistes enlevaient cependant la décision. Quant à la base navale de Pinto Indio aux mains des rebelles, elle fut le théâtre de combats furieux. Lorsque les forces gouvernementales parvinrent à y pénétrer, l'état des lieux en disait long sur la bataille. De nouvelles plaies à penser pour l'Argentine. Lancé voici moins de 2 ans, le Thresher, premier des sous-marins d'assaut américains à propulsion nucléaire, était considéré comme sans rival quant à la vitesse et aux rayons de plongée. 2 bâtiments du même type ont été construits, on doit en construire encore 19. La disparition du Thresher par 2500 mètres de fond, avec 129 hommes à bord, constitue la plus grande catastrophe sous-marine connue à ce jour. La circulation parisienne est sans doute une rude école pour les apprentis conducteurs. On ne peut cependant pas dire qu'elle favorise beaucoup leur tranquillité d'esprit face aux problèmes épineux du changement de vitesse et au milieu des appréciations généralement peu flatteuses des automobilistes confirmés.
Aussi convient-il d'apprécier l'initiative qui a abouti à la création en Seine-et-Oise d'un circuit spécial où les candidats à la maîtrise du volant pourront désormais évoluer entre eux et dans les conditions mêmes de la circulation normale. Aussitôt appris les premiers rudiments, l'élève est lâché, seul, dans sa voiture, sous la surveillance discrète cependant du moniteur, prêt à intervenir en cas de faute grave. Progressivement, on finira par faire du débutant plus qu'un honnête conducteur, un véritable pilote. Et capable de circuler en virtuose et en triple file, coincé entre deux voitures dans les rues de Paris à 7 heures du soir. C'est un sport qui fait fureur sur les pentes du parc national de Banff au Canada. Une paire de skis, un club de golf, une balle et un parcours de 9 trous. Voilà le skolf, le ski-golf. Il requiert d'une part une technique éprouvée dans l'une et l'autre de ces disciplines et d'autre part un profond mépris du ridicule. À vrai dire, les règles de cet art hybride semblent assez libérales. On peut craindre d'autres mariages de déraison au sein de la grande famille des sports. À quand le rugby en kayak ou la lutte bretonne à bicyclette? Le motocross est demeuré fidèle en Europe à ses audaces éprouvées. On l'a bien vu en Espagne où il a mis aux prises des machines de 250 cm3. Parcours tourmenté à souhait, d'où ses fougueuses ruades et ses spectaculaires envolées qui ne sont pas sans rappeler les plus audacieuses des charges de cavalerie. Autre lieu, autre technique. En URSS, un bandage clouté, comme une planche de fakir, permet aux machines de tenir sur une piste de glace, ce qui autorise ces virages incroyablement couchés qui semblent un défi aux lois de l'équilibre. Un sport qui fait fureur près du cercle polaire. Sur le stade Liberté à Dakar, ouverture solennelle des Jeux de l'Amitié en présence du président Léopold Senghor et de 25 000 spectateurs enthousiastes. Après Tananarive et Abidjan, la 3e édition des Jeux réunit les délégations des pays et territoires francophones du monde entier, auxquels se sont joints cette année plusieurs pays africains d'expression anglaise. Au total, près de 3000 athlètes qui, dans les stades et sur les pistes de la capitale sénégalaise, vont lutter pacifiquement pendant 10 jours dans une confrontation amicale et désintéressée. C'est l'athlète Pierre William qui a prêté le serment solennel au nom des participants à cette version africaine des Olympiades. S'il est demeuré en Suisse, le fleuve tumultueux qu'il était jadis, né des glaces et des neiges des Alpes, le Rhin par contre n'est plus aujourd'hui le même qu'autrefois quand il aborde la plaine d'Alsace. Dès 1928, l'homme a entrepris d'y domestiquer son cours inégal et dangereux en le doublant d'un canal latéral. À la hauteur du barrage de Kems, le Grand Canal d'Alsace commençait d'assumer sa double mission, rendre le cours du Rhin à la navigation et alimenter la centrale électrique dont les 6 turbines travaillent sous 14 mètres de chute. Après la guerre, depuis 1948, tous les 3 ans, une nouvelle centrale s'est dressée sur le cours du fleuve, Ottmarsheim, près de Mulhouse. Fessenheim, la 3e de cette suite d'usines neuves qui jalonnent la partie française du cours du Rhin de Bâle à Strasbourg, désertée au début du siècle. La centrale de Vogelgrün allie la perfection technique à l'équilibre esthétique de l'ensemble. Le moins surprenant n'est sans doute pas le décor intérieur, conçu pour le plaisir des yeux, qui humanise la salle des machines. À Markolsheim, la dernière née des centrales du Rhin, l'art s'est également mis au service de la technique et de l'efficacité. En aval, les travaux se poursuivent. L'usine de Rhinau se construit à sec. Et lorsqu'elles seront achevées, les centrales hydroélectriques du Rhin fourniront 7 milliards de kWh par an, le 10e de la production française actuelle. En même temps, le Grand Canal d'Alsace s'achève.
Des engins mécaniques puissants tracent les berges de la nouvelle voie d'eau, plus large dans tout son cours que le canal de Suez. Avec son complément alsacien façonné de la main de l'homme, le vieux Rhin des bourgs romantiques pourra demain assumer dans toute sa plénitude sa tâche ancestrale, qui est d'être la grande voie de communication économique, la grande artère internationale indispensable aux échanges européens. Réunis dans la capitale polonaise, des délégations venues des quatre coins du monde ont commémoré l'un des drames les plus poignants de la dernière guerre, le soulèvement et l'anéantissement en avril 1943 du ghetto de Varsovie. Dès 1940, les chefs nazis avaient isolé à l'intérieur d'un mur de 16 km 400 000 juifs. Dans ce quartier clos, s'était condamnée toute une population à une vie impossible. 100 000 périrent d'épidémies et de famine. Ce n'était pas assez. Alors commencèrent ces impardonnables convois vers les camps d'extermination. La solution finale était en marche. Et puis, au printemps 1943, les 60 000 juifs encore au ghetto, par la seule vertu de l'espérance, se soulevaient, décidés à vendre chèrement leur vie. Ce fut l'anéantissement total, maison par maison. Il y a de cela 20 ans. Nigdy więcej Oświęcimów, Majdanków, Treblinek, Mauthausenów, Buchenwaldów, Babich Jarów, Oradour et Lidic. Ceux qui sont venus se recueillir à Varsovie n'ont pas oublié. Le général de Gaulle a entrepris son 18e voyage à travers la province française et il rendait visite ce jour-là à Sedan. Il devait se rendre ensuite à Mézières et à Charleville. En reprenant contact avec la foule provinciale, le général de Gaulle a été touché par la chaleur de l'accueil que lui avaient réservé les populations. Dans ses allocutions, le président de la République a rappelé les lignes directrices qui inspirent l'action du gouvernement. Stabilité politique, évolution sociale, construction de l'Europe. Il a ajouté qu'un armement moderne est une nécessité pour la garantie de l'indépendance du pays. Partout, la foule a manifesté son attachement au chef de l'État par ses acclamations. Dans le ciel de Courchevel, une quinzaine de concurrents participent au premier critérium des parachutistes skieurs. Après un saut en chute libre, il s'agit de se poser le plus près possible d'un point de repère tracé dans la neige à plus de 2000 mètres. En dépit de l'altitude, la moyenne de précision des 10 premiers sera de 5,17 m, ce qui est remarquable. Le vainqueur Claude Trèves pose les pieds à 50 cm du point idéal. Cette épreuve de précision au bout des suspentes se double à l'arrivée d'un concours de descente ski au pied, car ces parachutistes sont également des skieurs confirmés. Un jeu, certes, mais aussi une expérience. Grâce à la rapidité de leur intervention et à la précision de leur saut, ce sont des perspectives insoupçonnées ouvertes au secours en haute montagne par ces futurs Saint-Bernard du ciel. Pas d'émotion en cours des demi-finales de la Coupe de France de football, la logique est respectée au grand désespoir des amateurs de sensations fortes. À Marseille, la belle aventure des Toulonnais maillot clair s'est terminée par un échec devant les Lyonnais, échec sévère par 3-1 qui doit beaucoup à la malchance. Au Parc des Princes, devant Monaco, l'équipe numéro 1 du football français, les Rémois, maillot clair, culotte noire, eux aussi ont invoqué la malchance, mais à tort, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Reims pourtant marque le premier but par Akesby.
Alors commence le match poursuite, Monaco égalise, Reims reprend l'avantage, Monaco égalise encore. Voilà qui est fait. C'est finalement Monaco qui a le dernier mot, 3-2, Monaco et Lyon joueront la finale de la Coupe de France. On l'appelle, entre initiés, le père tranquille du rock, le Tino Rossi du rythme. Dans sa gentilhommière de Chevreuse, Richard Anthony, qui avait déjà vendu l'an dernier 3 millions de disques, est l'un de ceux que la fortune a comblés à l'âge, 25 ans, où l'on n'est généralement riche que d'espérance. Comment ? Il suffit de le suivre un soir à Paris ou à Bordeaux, à Courbevoie ou à la salle des fêtes de Melun pour comprendre. À Biarritz, de Brest à Strasbourg, 5 millions de ceux qui ont entre 13 et 19 ans ont ainsi adopté des vedettes bien à eux, apôtres de leur musique, le rock et le twist. À côté de ces idoles nouvelles, les vedettes de cinéma n'ont qu'à bien se tenir. Reste que l'exemple des Johnny, des Richard ou des Sylvie dont la réussite est inscrite dans les micro-sillons ne manque pas de provoquer l'émulation. Témoin, les vendredis du golf Drouot, ce temple, ce saint des saints du twist. Le vendredi, c'est le jour où l'on vient présenter à ses pairs la petite formation qu'on a montée entre copains avec l'espoir de faire à son tour un disque. À plusieurs, l'audace, c'est plus facile. On compte aujourd'hui 3000 formations de ce type en France. Combien demain ? Fait significatif, le commerce des guitares est en plein essor. On en a vendu en un an autant qu'il s'est vendu de voitures. La guitare, entendez celle qui fait du bruit, la guitare électrique. Et on l'a choisi comme sa cravate, devant une glace. Après quoi, on cherche des partenaires. Il existe pour cela tout un système d'affichage. Sans oublier les petites annonces dans les revues spécialisées qui permettent de pressentir le guitariste blond et le batteur châtain de ses rêves. On s'entraîne et si l'on a de la chance, on trouve un studio d'enregistrement dans le 16e à Paris par exemple. Sinon, avec les moyens du bord, on enregistre quand même sur place, à l'atelier ou au garage. Être apprécié par ses copains, c'est bien. Mais évidemment, l'important, le but, est d'enregistrer au moins une bande magnétique que l'on pourra toujours envoyer par la poste à une maison d'édition. Car ainsi vont les choses aujourd'hui, qu'en quelques semaines, une vedette peut naître par la grâce du micro-sillon.